des vestiges énigmatiques de civilisations perdues. Chers amis explorateurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du documentaire Opart. Replongeons dans un monde de mystère et d'émerveillement avec cette suite captivante, Opart, les vestiges énigmatiques de civilisations perdues. Découvrons ensemble d'autres Opars, ou objets hors de leur contexte, des artefacts archéologiques qui défendent notre compréhension de l'histoire et de la technologie humaine. Ces objets intrigants sont souvent cités pour soutenir des théories audacieuses et controversées. Parmi celles-ci, le créationnisme, qui suggère que l'univers et les êtres vivants aient été créés par une entité divine plutôt que par des processus naturels. Une autre théorie est celle des anciens astronautes, qui propose que des extraterrestres auraient visité la Terre dans le passé et auraient influencé le développement des civilisations humaines. Cependant, la vérité derrière les Opart est généralement plus complexe et nuancée. De nombreux spécialistes les considèrent des canulars ou des fraudes, comme les pierres d'Ica et les figurines d'Acambaro, ou même des objets dont l'existence est contestée, comme la pierre de Dashka. Il y a à ce jour dans le monde plus de 4000 Opars recensés. Pour ceux qui veulent compléter la liste de ces artefacts mystérieux, j'ai préparé en description de cette vidéo un lien pour télécharger gratuitement un complément d'informations sur ces merveilles inexplicables parsemées partout sur notre Terre. Mais quelle est la vérité derrière ces disputes et controverses? Parce qu'en défaut d'explication rationnelle, il est beaucoup plus facile et moins risqué de nier leur simple existence. Dans certains cas, la controverse ne porte pas sur l'authenticité de l'objet, mais sur son interprétation. Par exemple, la carte de Piri Reis, un document cartographique du XVIe siècle, est parfois citée comme preuve de connaissances géographiques avancées, car elle semble représenter la côte de l'Antarctique. Cependant, des historiens affirment que les contours en question sont le résultat de l'imagination du dessinateur ou d'une déformation due à la superposition de plusieurs cartes, plutôt que de connaissances exceptionnelles pour l'époque. Mais comment expliquer l'exactitude des informations géographiques de cette prétendue imagination? Est-il possible qu'un simple hasard ou coïncidence produise une carte exacte d'une région encore inconnue à l'époque? Plus encore, la carte représente les rives de l'Antarctique sans glace. Une autre théorie allègue que certains Opars pourraient être expliqués par le phénomène de pareidolie, une tendance humaine à percevoir des formes familières dans des motifs aléatoires. C'est le cas de certaines structures sur Mars, comme celle de la région de Sidonia Mensae, qui ont été interprétées comme des visages, ou bien des pyramides ou des fortifications, mais qui sont en réalité le résultat de processus géologiques naturels. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de souscrire. Cela m'aide énormément à la croissance et à la production de contenu intéressant. J'exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Votre aide est précieuse et je vous en remercie. De tout cœur, merci à vous tous qui soutenez à votre manière Tonique vers Discovery. Commençons maintenant notre voyage fascinant à travers le temps et l'espace, tout en explorant ces artefacts mystérieux et les théories qu'ils ont inspirées. Allons-y. La tête de Tekacsik-Calixtlahuaca. Cette tête d'homme barbu, coiffée d'un chapeau pointu de style romain, est probablement un fragment d'une figurine en terre cuite. Elle a été découverte en 1933 dans une tombe précolombienne de Tekacsik-Calixtlahuaca, au Mexique. Depuis sa découverte, la tête de Tekacsik-Calixtlahuaca a suscité de nombreuses questions et théories. Son style romain distinctif et sa présence dans une tombe précolombienne ont fait d'elle un véritable casse-tête pour les archéologues et les historiens. Aucune hypothèse expliquant sa présence sur le site n'a encore été confirmée. Le site sur lequel la tête a été découverte semble bien daté d'avant la conquête espagnole. Un test de thermoluminescence effectué en 1995 indique que l'objet a été fabriqué entre le 9e siècle avant Jésus-Christ et le milieu du 13e siècle après Jésus-Christ, donc bien avant la période coloniale. Bernard Andreas, de l'Institut allemand d'archéologie de Rome, a confirmé que la tête était de style romain. Il a proposé, sur la base de l'aspect de la barbe et des cheveux,
que la figurine aurait été fabriquée au IIe siècle. Selon les chercheurs, le mystère de la tête de Tekacsik Calixtlahuaca reste entier, mais 3 hypothèses sont actuellement envisagées. Le canular. Une rumeur, rapportée par Paul Schmidt de l'UNAM, suggère que la tête aurait été déposée sur le site à titre de canular par l'archéologue Hugo Muedano, en l'absence du directeur des fouilles, José Garcia Payon. Cependant, Paul Schmidt a admis avoir obtenu ces informations de sources indirectes, et le fils de Garcia Payon affirme que son père était présent sur le chantier le jour de la découverte. Malheureusement, les principaux protagonistes étant décédés, il est impossible de poursuivre l'enquête. Objet européen. Il est peu probable que la tête soit un objet apporté par un visiteur européen peu avant l'arrivée des conquistadors. En effet, un tel contact aurait certainement été mentionné dans la tradition historique en nahuatl, compte tenu de la rapidité avec laquelle la nouvelle de l'arrivée de Cortés s'est répandue sur le site de Veracruz. Une traversée ancienne. La 3e hypothèse est que la tête serait arrivée en Amérique à une époque ancienne, lors d'une traversée occasionnelle ou à bord d'une épave. Il est en effet possible qu'un bateau se soit aventuré vers l'ouest à partir des îles Canaries où des restes d'amphores romaines datant d'entre le 1er et le 4e siècle ont été découverts sur l'île de Lanzarote. Voici 2 autres hypothèses sur l'origine de la mystérieuse tête de Tekacsik Calixtlahuaca. Le voyage transpacifique. En 1961, l'orientaliste et anthropologue autrichien Robert Hein-Geldern a proposé une théorie audacieuse. La tête aurait d'abord voyagé du monde romain jusqu'en Extrême-Orient avant de traverser le Pacifique pour arriver en Amérique. Bien que cette hypothèse soit séduisante, aucun objet asiatique n'a été découvert sur le site pour étayer cette théorie. Des racines vikings ou celtiques. Des associés de Bernard Andrea ont suggéré que la tête pourrait avoir des origines vikings ou celtiques. Cette hypothèse, si elle se révélait exacte, placerait la tête dans une époque encore plus ancienne que celle des autres objets découverts sur le site. Malgré de nombreuses recherches et théories, aucune conclusion définitive ne peut être établie sur l'origine de la tête de Tekacsik Calixtlahuaca. Elle continue de fasciner les archéologues et les historiens, et son mystère ne fait qu'ajouter à son attrait. Le pilier de fer de Delhi. Le pilier de fer de Delhi est un vestige archéologique énigmatique et une merveille métallurgique. Il est également connu sous le nom de pilier de fer de Mehrauli, un vestige archéologique fascinant et une curiosité métallurgique située dans le complexe du Qutb Minar, dans la banlieue de Delhi. Mesurant plus de 7 mètres de haut, en comptant la partie enterrée et le chapiteau, et pesant plus de 6 tonnes, ce pilier a été érigé par le Raja Kumaragupta de la dynastie des Gupta, qui a régné sur l'Inde du Nord du milieu du IIIe siècle à 535. Selon le professeur Balasubramanian, le pilier se trouvait probablement à Udaigiri ou Vishnupadagri, dans le Madhya Pradesh, en Inde centrale, avant de rejoindre son emplacement actuel. Les historiens indiens pensent que, conformément à l'inscription en pali qu'il comporte, il était surmonté par un symbole de Vishnu, un chakra probablement, qui a été retiré par les envahisseurs musulmans. Le pilier aurait été ensuite installé à Delhi par Anand Pal, le fondateur du clan Rajput des Tomara en 1052. Ce site comptait 27 temples hindous ou jaïns, d'après une inscription dans la mosquée citée par Mircea Eliade, qui la visita lors de son séjour d'études de 3 ans en Inde. Les matériaux furent utilisés par Qutb ud-Din Aibak pour bâtir le Qutb Minar et la mosquée Quwwat-ul-Islam. Cependant, Qutb laissa le pilier en place et fit répartir les bâtiments tout autour. En 1870, l'archéologue britannique Alexander Cunningham, premier directeur de l'Archaeological Survey of India, a fait analyser le pilier de fer de Delhi par des métallurgistes. Selon leurs calculs, le pilier est composé d'un fer pur à 99,72%, une qualité qui n'a été obtenue en Occident qu'au XIXe siècle, mais qui semblait courante en Inde dès le Ve siècle. Cependant,
cette composition ne fournit pas d'explication à la remarquable résistance à la corrosion du pilier. Pendant longtemps, des théories fascinantes ont entouré le pilier de fer de Delhi, certaines suggérant qu'il était fait d'un mystérieux métal extraterrestre, d'autres que la technique utilisée était en avance sur son temps et avait été malheureusement oubliée. Selon le Dr Balasubramanian, co-auteur de l'étude, la structure en fer forgé comporte une couche protectrice appelée misawit, un oxyhydroxyde de fer amorphe qui forme une barrière entre le métal et la rouille. Cette couche protectrice est la raison pour laquelle le pilier a résisté à la corrosion pendant plus de 16 siècles, malgré les rigueurs du climat local, en particulier les pluies de mousson. La formation de misawit est causée par la forte teneur en phosphore du fer. Alors que le fer moderne a une teneur en phosphore inférieure à 0,05%, le fer forgé dont est fait le pilier de fer de Delhi contient jusqu'à 1% de phosphore. Selon le Dr Balasubramaniam de l'Indian Institute of Technology, au lieu d'enlever le phosphore du fer comme le font les forgerons d'aujourd'hui afin d'empêcher le métal de se briser, les métallurgistes de l'Inde ancienne l'ont conservé, mais en martelant le pilier pour pousser le phosphore du noyau du métal vers la surface. Cette technique ingénieuse a permis la formation de la couche protectrice de misawit, assurant ainsi la résistance à la corrosion du pilier. Le pilier est un témoignage vivant de la compétence des métallurgistes de l'Inde antique. La formation du film protecteur qui protège le pilier pourrait conduire à améliorer la résistance à la corrosion à long terme des conteneurs destinés au stockage des déchets nucléaires. La pierre étrange de Judakula. Dans le mystérieux comté de Jackson, à la sortie de la ville pittoresque de Sylva, en Caroline du Nord, se trouve une énigme géologique fascinante. Une grande pierre recouverte d'une multitude de dessins étranges et intrigants. Les archéologues estiment que ces pétroglyphes datent de 2000 à 3000 ans. La roche, connue sous le nom de Judakula Rock, a été étudiée par des chercheurs du monde entier, mais personne n'a jamais réussi à déchiffrer les étranges dessins qui la recouvrent. Selon la légende Cherokee, les inscriptions sur la roche ont été créées par Judakula, un géant aux yeux obliques qui a autrefois dominé les montagnes environnantes. Connu comme le grand seigneur de la chasse, Judakula était un être puissant qui pouvait se déplacer d'une montagne à l'autre et qui avait le pouvoir de contrôler la météo. Les Cherokees estimèrent que la roche non seulement marquait le territoire de Judakula, mais qu'elle portait également son empreinte de 7 doigts, car ils l'auraient utilisée pour stabiliser le terrain lors d'un glissement. Depuis des générations, les Indiens de la région considèrent le Judakula Rock comme un site sacré. Même récemment, il a été utilisé dans le secret, tard dans la nuit, pour des initiations par de nombreux groupes d'étudiants de la Western Carolina University à proximité. Parmi la population étudiante, il est bien connu que les cérémonies à la roche ont provoqué de nombreux incidents étranges et inexpliqués. Les bruits fantômes sont fréquents sur le site, ce qui est d'autant plus troublant que la roche n'est qu'à quelques centaines de mètres d'un ancien cimetière. Les sons mystérieux et les lumières étranges qui entourent le Judakula Rock ont fait de cet endroit un point chaud pour les manifestations paranormales. Situé au pied d'une montagne, le site est traversé par une grande veine de cuivre. Et la montagne elle-même est remplie d'une variété de métaux et de minéraux. Cette disposition unique peut créer des anomalies électromagnétiques détectables autour de la roche, ce qui a peut-être inspiré les anciens à considérer la zone comme sacrée. Le Judakula Rock n'est pas seul. Il semble qu'il y ait 3 autres pierres de ce type sur la même propriété. Cependant, l'une d'entre elles a été enterrée dans une exploitation minière du XXe siècle, et l'autre est introuvable, probablement recouverte de végétation ou gravement érodée. La relique visible n'est probablement que la partie émergée d'un vaste iceberg, et étant donné que le site n'a jamais été fouillé, il est impossible de dire quels autres marques et artefacts anciens peuvent se trouver à une courte distance sous la terre environnante. Les marques énigmatiques sur le Judakula Rock ont suscité de nombreuses théories et spéculations. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une carte, d'un traité de paix, d'un plan de bataille,
de symboles religieux abstraits, d'illustrations d'histoires simples, de graffitis archaïques ou même d'une véritable pierre de Rosette, fournissant la clé pour déverrouiller une nouvelle langue. L'une des qualités les plus étranges de ces marques est que, malgré leur nombre, pas une seule n'apparaît comme une image immédiatement reconnaissable. Cependant, presque tout le monde est d'accord sur une chose. Le Judaculla Rock est un endroit spécial et unique en son genre. Du point de vue de l'art rupestre, le Judaculla Rock est un trésor inestimable, car il contient plus de pétroglyphes que tout autre rocher connu à l'est du fleuve Mississippi. Avec environ 1548 motifs, soit 3,7 fois le total de 421 motifs de l'important complexe de blocs de pétroglyphes de Track Rock Gap dans l'extrême nord de la Géorgie, le Judaculla Rock est une véritable mine d'or pour les archéologues et les historiens. Le Judaculla Rock semble être une représentation physique de l'ensemble du paysage habité par les Cherokees. Il incarne non seulement une caractéristique distinctive des blocs de pétroglyphes de la région, mais avec une étude plus approfondie, il est susceptible de fournir des informations supplémentaires sur l'histoire et la préhistoire de la région. En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le Judaculla Rock et son site ont été inscrits au Registre national des lieux historiques en 2013. Les sphères de Klerksdorp, un mystère vieux de 3 milliards d'années. Depuis plus de 30 ans, les mineurs de la Wonderstone Silver Mine en Afrique du Sud extraient d'étranges sphères métalliques des profondeurs de la Terre. Ce ne sont pas moins d'environ 200 sphères qui ont ainsi été découvertes, défiant notre compréhension de l'histoire de la vie sur Terre. Ces sphères, d'un diamètre de 3 à 10 cm, sont composées d'un alliage à base de nickel et d'acier, un matériau qui n'existe pas à l'état naturel. Certaines possèdent même une sorte de coquille, révélant une substance spongieuse qui se désintègre au contact de l'air. Le mystère s'épaissit lorsqu'on apprend que ces sphères ont été extraites d'une couche rocheuse de pyrophilite datant d'entre 2,8 et 3 milliards d'années. Des experts de renom, tels que le professeur J.R. McKeever de l'université de Witwatersrand et le géologue Andris Bischoff, ainsi que des scientifiques de la NASA, ont examiné ces sphères, mais aucun n'a pu fournir une explication plausible à leur origine. Leur composition pourrait être d'origine météorique, mais leur fabrication semble bien artificielle. Et comme si cela ne suffisait pas, Roelf Marx, conservateur du musée Klerksdorp, a découvert que la sphère exposée dans une vitrine du musée tourne lentement sur son axe, sans aucune vibration extérieure. Y aurait-il à l'intérieur de ces sphères une énergie qui fonctionnerait toujours au bout de 3 milliards d'années? Ces sphères ont suscité beaucoup de débats et de controverses en raison de leur âge estimé à plus de 2,8 milliards d'années, ce qui remet en question les théories scientifiques actuelles sur l'évolution de la Terre. Certains pensent qu'elles pourraient être des artefacts laissés par une civilisation ancienne, tandis que d'autres soutiennent qu'elles sont des formations naturelles. D'autres sphères similaires auraient été trouvées au Texas en 1997 et dans 3 autres États américains, ajoutant à l'énigme « D'où viennent ces sphères? À quoi servaient-elles ?» Les sphères de Klerksdorp continuent de fasciner et de défier notre compréhension de l'histoire de la vie sur Terre. L'artefact de Coso. Une relique d'un autre temps? Dans les montagnes escarpées de la chaîne de Coso, en Californie, une découverte extraordinaire allait secouer les fondements de notre compréhension de l'histoire humaine. C'était le 13 février 1961, lorsque Wallace Lane, Virginia Maxey et Mike Mikesell, 3 prospecteurs de minéraux, firent une trouvaille des plus intrigantes. Alors qu'ils taillaient leurs échantillons de retour à leur magasin, une lame de diamant se brisa soudainement sur une pierre particulièrement dure. À l'intérieur de cette roche mystérieuse se cachait un objet défiant toute explication. Un cylindre de céramique enveloppé d'un manchon de bois pétrifié, relié par des fragments de cuivre et traversé d'une tige métallique de 2 mm. Mais ce n'est pas tout. Cette pierre renfermait également des fossiles de coquillages, un clou, une rondelle et une importante quantité d'oxyde de fer. Un géologue consulté affirma qu'il aurait fallu environ 500 000 ans pour que la nature englobe et pétrifie ainsi cet objet énigmatique.
Dès lors, les théories les plus folles virent le jour. S'agirait-il d'un artefact créé par une ancienne civilisation comme les Atlantes? Ou d'un objet laissé par des voyageurs temporels venus du futur? Certains y virent même la trace d'anciens astronautes extraterrestres. Pourtant, une explication plus prosaïque émergea. Et si cet objet n'était autre qu'une vieille bougie d'allumage, comme celles utilisées dans les Ford Model T des années 1920? La corrosion rapide et la formation de concrétions autour d'objets métalliques enfouis pourraient expliquer son étrange apparence. Des radiographies furent réalisées, mais le mystère demeurait entier. Puis, en 1969, l'artefact fut vendu 25 000 $, pour disparaître à jamais dans la nature. Aujourd'hui encore, l'énigme de l'artefact de Koso continue de fasciner. Relique d'une civilisation perdue? Vestige d'un futur lointain? Ou simple bougie prise dans la roche? Seule la réapparition de cet objet insaisissable pourrait peut-être nous permettre d'en percer les secrets. Le cube du Dr Gurt, un vestige extraterrestre? En 1885, une découverte stupéfiante allait secouer les fondements de notre orthodoxie historique. Dans une mine de charbon de Schöndorf, en Haute-Autriche, un ouvrier mit au jour un objet défiant toute explication. Un cube métallique vieux de millions d'années, enfoui dans une couche de charbon datant du Tertiaire. Cet artefact énigmatique, surnommé le cube du Dr Gurt, d'après l'ingénieur des mines Adolf Gurt, qui l'étudia, fut d'abord conservé au prestigieux Oberösterreichisches Landesmuseum de Linz. Entre 1950 et 1958, le cube fut même exposé au public, suscitant l'émerveillement et la perplexité des visiteurs. Tant d'intérêt ne fut pas sans conséquence pour le précieux objet. Soumis à de multiples analyses et manipulations par des investigateurs avides de percer son secret, le cube commença à s'abîmer. Une copie en plâtre dut être réalisée pour préserver ce qui restait de l'original. Aujourd'hui, le véritable cube du Dr Gurt est sous la garde vigilante de R.O.R. Bernhardt, au Heimathaus de Vöcklabruck. Son mystère continue de fasciner, alimentant les théories les plus audacieuses. Et si cet objet n'était autre qu'un vestige laissé par des extraterrestres lors d'une visite sur Terre il y a des millions d'années? Des descriptions détaillées et des commentaires sur cette énigme ont fait l'objet de nombreux articles dans diverses revues scientifiques au fil des décennies. Pourtant, malgré tous les efforts, le cube de Salzbourg garde jalousement ses secrets. En automne 1885, dans la fonderie de fer des fils de R. Isidor Braun à Schöndorf, en Haute-Autriche, un ouvrier du nom de Riedl, en train de casser un bloc de lignite tertiaire extrait des puits de Wolfsegg, près de Schwannstadt, fit une découverte qui allait défier notre compréhension de l'histoire humaine. Lorsque le bloc ancestral se désagrégea, un étrange objet en forme de cube s'en échappa, révélant son existence millénaire. Ce lignite, vieux de 60 millions d'années, emprisonnait un parallélépipède métallique aux dimensions de 67 sur 67 sur 47 mm, légèrement arrondi sur deux faces opposées et ceint d'une profonde rainure. Pesant 785 grammes, l'analyse chimique révéla qu'il s'agissait d'un alliage d'acier au nickel et au carbone d'une dureté remarquable, excluant toute possibilité d'une origine naturelle pyritique. L'aspect usiné de sa surface laissait peu de doute. Ce cube était l'œuvre de mains expertes, défiant les lois du temps. Une telle découverte représentait un témoignage d'une valeur exceptionnelle. Comment un objet façonné il y a des millions d'années avait-il pu survivre aux transformations titanesques de la Terre? Les théories les plus folles virent le jour, évoquant des visiteurs extraterrestres à l'ère tertiaire. Pourtant, en 1966-1967, une analyse au musée de Vienne par micro-analyse électronique réduisit le mystère en cendres. Aucune trace de nickel, de chrome ou de cobalt ne fut détectée, écartant l'hypothèse météoritique. Le faible taux de magnésium indiquait qu'il s'agissait de fonte, probablement façonnées selon la technique de la cire perdue d'après Hubert Mattlianer en 1973. Cependant, une question brûlante demeure.
Comment ce cube manufacturé s'est-il retrouvé prisonnier d'un charbon vieux de 60 millions d'années? Une contre-enquête de 1973 prétendait qu'il ne provenait pas de la lignite, mais de la fonderie elle-même. Pourtant, le témoignage du Dr Gurlt en 1886 contredit cette affirmation. Le mystère du cube de Schondorf continue de défier la raison. Seul le temps pourra peut-être nous révéler la vérité sur cet insaisissable vestige d'un passé lointain. Nanotechnologie ancienne, vestige d'une civilisation extraterrestre? Depuis 1991, une découverte stupéfiante dans les montagnes de l'Oural en Russie a choqué les chercheurs et les archéologues. Des prospecteurs d'or, puis des expéditions scientifiques mandatées par l'Institut central de Moscou, ont mis au jour des milliers d'objets métalliques spiralés d'une taille incroyablement petite. Enfouis dans des couches sédimentaires du Pléistocène supérieur à des profondeurs variant de 3 à 12 mètres, ces artefacts insaisissables vont des plus gros spécimens de 3 cm aux plus infimes, mesurant à peine 3 millièmes de millimètre. Une équipe de scientifiques russes et finlandais s'est penchée sur ces vestiges énigmatiques. Leurs analyses ont révélé que les plus grands objets sont en cuivre, tandis que les plus petits sont composés de métaux au point de fusion extrêmement élevé comme le tungstène, 3410 degrés Celsius, ou le molybdène, 2650 degrés Celsius. Mais le plus grand mystère réside dans l'âge estimé de ces artefacts nanotechnologiques. Selon leur profondeur d'enfouissement, ils dateraient d'entre 20 000 et 318 000 ans. Face à de telles découvertes, l'Institut de Moscou a publié en 1996 un rapport d'expertise choc concluant. Les données obtenues permettent d'envisager la possibilité d'une technologie d'origine extraterrestre. Bien avant que les scientifiques modernes ne découvrent les mystères de l'infiniment petit, d'antiques civilisations avaient déjà maîtrisé les secrets des nanotechnologies. Des vestiges époustouflants témoignent de leur ingéniosité à manipuler la matière à l'échelle nanométrique. Icône de cette maîtrise insoupçonnée, la légendaire coupe de Lycurgue fascine depuis des siècles. Datant du IVe siècle après Jésus-Christ, ce joyau de l'artisanat romain renferme un verre aux propriétés optiques stupéfiantes. Verre opaque lorsque éclairé de l'extérieur, il se teinte d'un rouge éclatant lorsque traversé par la lumière. Ce prodige est rendu possible par des nanoparticules d'or et d'argent savamment dispersées dans le verre. Mais les Romains n'étaient pas les seuls à détenir ces connaissances. Au cœur des cités mayas du IXe siècle, les artisans façonnaient le bleu maya, un pigment azur d'une résistance à toute épreuve. Composé d'argile nanoporeuse et de teinture d'indigo, ce matériau complexe défiait les assauts du temps et des éléments. Cette quête de la perfection se retrouvait également dans les légendaires épées de Damas, forgées entre les IIIe et XVIIe siècles. Leurs tranchants redoutables et leur résistance au choc provenaient de nanostructures en fils et tubes insérés dans l'acier des lames. Des poteries irisées de la Renaissance aux lustres métalliques du Moyen-Orient, en passant par les verreries colorées de l'Antiquité, les nanotechnologies ont ainsi façonné les chefs-d'œuvre de nos ancêtres, défiant notre conception moderne de l'histoire humaine. Se pourrait-il que ces objets soient les vestiges d'une ancienne civilisation extraterrestre ayant visité la Terre il y a des centaines de milliers d'années? L'avion de Saqqara, un prodige aéronautique de l'Égypte antique? C'était en 1898 que les archéologues firent une découverte stupéfiante dans une tombe de Saqqara, en Égypte. Un objet ailé en bois, vieux de 2200 ans, semblait défier les lois de l'aérodynamique connues à l'époque. Classé sous le numéro SIN 347 dans le rayon jouet du sous-sol du musée du Caire, ce mystérieux artefact demeura ignoré jusqu'en 1969. Cette année-là, le docteur Khalil Messia, étudiant les maquettes des anciens Égyptiens, tomba sur cet oiseau des plus intrigants. Ses formes évoquaient étrangement celles d'un planeur moderne, avec une queue verticale insolite et une inscription dédiée à Amon, le dieu du vent. Long de 14 cm pour 18 cm d'envergure, l'objet en sycomore pesait à peine 39 grammes. Mais ses caractéristiques aérodynamiques laissaient pantois.
ailes en dièdre inverse pour une meilleure manœuvrabilité. Centre de gravité parfaitement centré. Tout était conçu pour qu'il puisse voler. Des répliques en balsa confirmèrent l'incroyable. En ajoutant une pièce faisant office de gouverne de profondeur, l'étrange oiseau prenait son envol. Au grand émerveillement des experts, cet artefact vieux de 22 siècles s'avérait être une véritable maquette d'avion. En 1972, l'objet fut reclassé comme tel et exposé au musée du Caire, aux côtés d'une quinzaine d'autres artefacts ailés. Mais la question demeure, qui, il y a 2200 ans, détenait de telles connaissances en aérodynamique? Les anciens Égyptiens auraient-ils réellement conçu des prototypes d'avions des millénaires avant les frères Wright? Ou n'était-ce, comme certains l'affirment, que d'innocentes girouettes indiquant la direction du vent? L'avion de Saqqara continue de défier la raison et d'alimenter les théories les plus audacieuses. Le mystère du crâne de l'enfant des étoiles. Au cœur des mystères les plus insondables du Mexique se cache un crâne défiant toute explication rationnelle. Le crâne de l'enfant des étoiles, Star Child. Découvert vers 1930 dans un tunnel de mine à 200 km au sud-ouest de Chihuahua, cet étrange vestige gît aux côtés d'un squelette humain ordinaire. Mais en y regardant de plus près, le crâne se révèle d'une nature pour le moins inhabituelle. Bien qu'appartenant à un enfant d'après ses dents non éruptives, son volume crânien atteint 1600 cm3, soit 200 cm3 de plus qu'un cerveau d'adulte moyen. Ses orbites ovales et peu profondes, son nerf optique mal positionné, l'absence de sinus frontaux. Tout semble indiquer que nous ne sommes pas face à des restes humains ordinaires. L'examen approfondi du crâne révèle qu'il est constitué d'hydroxyapatite de calcium, comme l'os de mammifère, mais avec une surcharge anormale de collagène. La datation au carbone 14, réalisée à 2 reprises indépendamment, situe l'âge du crâne et du squelette à environ 900 ans. Mais le plus troublant reste à venir. En 2003, des tests ADN ont permis d'établir que si l'enfant avait bien une mère humaine, il n'était pas l'enfant du squelette féminin retrouvé à ses côtés. Face à de telles anomalies, une théorie aussi fascinante qu'effrayante a vu le jour. Et si le crâne de l'enfant des étoiles n'était autre qu'un vestige d'une ancienne visite extraterrestre sur Terre, il y a près d'un millénaire? Une preuve que nous n'aurions pas été seuls dans l'univers? Seules de nouvelles analyses pourront peut-être un jour percer le mystère de cette énigme mexicaine. Mais d'ores et déjà, le crâne de l'enfant des étoiles alimente les spéculations les plus folles. Bien que les mystères des Oopart continuent de défier notre compréhension, une chose est certaine. Notre monde recèle encore d'innombrables merveilles insoupçonnées à découvrir. Des artefacts énigmatiques, comme le pilier de fer de Delhi, les sphères de Klerksdorp ou le crâne de l'enfant des étoiles, ne représentent probablement que la partie émergée de l'iceberg. Qui sait quels autres trésors archéologiques, vestiges de civilisations oubliées ou même preuves de contacts extraterrestres anciens attendent d'être mis au jour. Chaque nouvelle découverte soulève de nouvelles questions fascinantes, repoussant un peu plus les frontières de notre conception de l'histoire humaine. Restons éveillés, curieux et ouverts d'esprit, prêts à accueillir ces nouvelles énigmes à bras ouverts. Car c'est dans la quête incessante de réponses que se niche la véritable aventure. Alors en route, vers de nouveaux horizons et de nouvelles découvertes extraordinaires. Notre aventure découverte ne s'arrête pas là. Jusqu'à la prochaine rencontre, chers amis explorateurs, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye bye.